La rédaction fait le point des principaux mots, entendez mal au singulier, qui minent la gouvernance au Cameroun. Le journal a cité, entre autres, l'inertie, la la déification, les représailles, la délinquance, l'injustice, la kleptomanie, l'insalubrité, l'enclavement, le chômage. En tous les cas, c'est un dossier que développe donc le quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle aussi toujours l'an 37, les visages défaits de l'Est dans une lettre ouverte au patron du Renouveau. Un enfant de l'Est expose les misères profondes de la région du Soleil levant. Drame de Ngouache, le Premier ministre à Bafoussam demain, Joseph Ndiongouté va présider la cérémonie d'hommage de la nation. La cinquantaine de personnes ayant perdu la vie. De même que le journal parle aussi de l'arrivée en grande pompe de Maurice Kamto à Bafoussam. Et puis en page internationale, le journal parle de l'Iran qui relance ses activités d'enrichissement d'uranium afin d'acquérir l'arme atomique. Ce sera un des sujets que nous allons d'ailleurs voir ici. Et puis le journal L'Œil du Sahel parle de politique. Madaouda Malachi décapite l'UNDP et l'ADD à Mogodé. Selon le journal, Madaouda, 1200 militants de l'UNDP, le parti de Bello Boba, et de l'ADD, l'alliance, le parti de Gaga Manadji, ont donc remis leur lettre de mission au président de la délégation départementale permanente du RDPC pour le Mayo Tchanaga. Le journal évoque aussi cet incendie qui a ravagé l'hôpital du district de Tcholiré. Et puis toujours en une des journaux, on parle aussi du quotidien Mutation. Le quotidien Mutation qui met en sa une prorogation en cours de téléchargement, indique le journal. Selon le journal Mutation, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le couplage des législatives et des municipales et la réforme du système électoral en voie d'imposer une nouvelle rallonge, écrit le quotidien Mutation. Le journal Cameroun Tribune parle plutôt de Parlement, décisive session de novembre. La Chambre du Parlement, à savoir le Sénat, la Chambre basse, l'Assemblée nationale se réunissent ce novembre. Ce sera seulement la dernière de l'année. Le journal Repère parle ici de l'agence de régulation de télécommunications Management à Volo. On se rappelle que l'ancien directeur général de cette entreprise est placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé-Koningui. Et certainement, le journal revient sur les chantiers qui attendent son successeur. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités du vendredi. Camille Nélé, bonjour. Et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Merci Jean-Paul Chignat, bonjour. Bonjour Georges Sémin, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et notamment ceux de la revue des Grandes Unes. Mais vous me permettrez de rendre ici un hommage à monsieur Foua Elias, mon oncle, dont la levée de corps se passe en ce moment. Même je devais y être, mais vous savez, le devoir est plus fort que tout. Président du comité de développement de Dombélé et à qui je rends un hommage ici. Et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui vous a marqué? L'actualité qui m'a marqué, j'ai oublié, hier, moi je posé cette question hier, je vous avais parlé de quelque chose, mais l'actualité qui m'a marqué, qui a marqué beaucoup de gens, c'est la colère des chefs traditionnels Sawa, le 5 novembre dernier, au moment de l'installation du sous-préfet de Douala Ier, où on a vu les chefs de quartier, les chefs de bloc et autres chefs de famille qui sont considérés comme des chefs traditionnels et qu'on est venu mettre assis côte à côte avec eux. Et évidemment, cela démontre tout simplement la colère de ces tenants de la tradition, de ces autorités traditionnelles contre lesquelles tout est permis aujourd'hui. Parce que cette histoire de chef de bloc et chef de quartier, qu'on appelle maintenant majesté, vous n'avez qu'à voir. Vous voyez un type qui n'est rien, mais tout simplement parce qu'on a nommé chef de bloc, ou bien il est le représentant de son chef de village, il s'appelle majesté. Il est majesté, et c'est cette histoire de chef sans territoire. D'ailleurs, l'un des exemples les plus frappants, c'est le village de Dobélé, où il y a un chef de troisième degré, sa majesté Ewali, mais dans son village, où il est chef de troisième degré, il y a un chef de quartier, Aoussa, qui est chef de troisième degré même lui. Alors Aoussa, est-ce qu'il y a une population, un quartier, un village qui s'appelle Aoussa Andobili? Donc ça c'est la faute des sous-préfets et des préfets. Et moi je pense que c'est un projet, c'est une affaire qui devra vraiment être réglée. Et par le ministre de l'administration territoriale, parce qu'il faut un peu mettre de l'ordre dans cette histoire où il y a des majestés. Finalement il faut mettre de l'ordre partout, Camille. Il y a des majestés partout. Il y a des majestés partout. Georges Sémé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Merci, bonjour à vous. Évidemment, sans oublier l'actualité qui vous a marqué. Bien sûr, bonjour à vous Jean-Paul Chignat, bonjour à tous les téléspectateurs, particulièrement à deux téléspectateurs qui nous suivent très loin d'ici, du côté de la région de l'Est, à Bertois.
Et j'ai eu le plaisir de rencontrer l'un d'eux ici à Douala qui m'a tout dit, tout le bien qu'il pensait de la revue des grandes unes. Voilà, et c'est Nané CB Floribert et Meke CB Bernard. Nous les saluons profondément et nous sommes sensibles à tous les encouragements. Alors, j'aurais bien pu revenir sur l'actualité qui a eu trait ces derniers jours au chef traditionnel Sawa, qui lors d'une cérémonie était absent, mais le doyen a déjà évoqué. Je vais plutôt revenir sur cette actualité qui a marqué la célébration de l'an 37 du renouveau, parce que c'est quand même un moment très important de la vie politique du Cameroun, mais c'était l'occasion pour chaque Camerounais de se demander ce qui a été fait en 37 ans. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Et je crois que certains ont plutôt pris l'aspect festif et d'autres ont oublié qu'il fallait évaluer au moins l'action qui a été posée jusqu'ici par le président de la République Paul Biya depuis le 6 novembre 1982, à mon humble avis. Et je pense que cette action est extrêmement mitigée. Il y a des points positifs, mais il y a des points extrêmement négatifs. Et si il fallait lui attribuer une note, bien évidemment, je lui aurais donné tout simplement la moyenne de 10 sur 20 et lui dire qu'il aurait pu mieux faire parce que le Cameroun regorge d'incroyables potentialités du sous-sol, d'incroyables ressources humaines. Vous rejoignez l'aspect économique qu'a évoqué Christian Mpenda Ekoka. Tout à fait. Donc, le Cameroun regorge des potentialités qui lui permettent d'être à un niveau plus élevé de son développement que ce que l'on observe aujourd'hui. Donc, c'était l'occasion pour moi, au moment où on célébrait le 6 novembre 2019, de faire une introspection sur le bilan du renouveau. Georges, mais ce n'était pas prévu. Hein. S'il fallait noter, vous avez noté le président Biya 10 sur 20 dans l'ensemble, s'il fallait le noter sur le plan économique. Sur le plan économique, avec je crois que Christian Mpenda Ekoka a dénoncé. Aujourd'hui, l'indice de développement humain du Cameroun est de, je crois, 0,55. 0,55, ça nous place à la 151e place dans le monde. Et notre pays, produit intérieur brut, se situe au niveau de $1,222. Mais lorsqu'on regarde quand même le potentiel du Cameroun et la capacité qu'ont les Camerounais à créer la richesse, on aurait pu mériter davantage. Donc sur le plan économique, c'est extrêmement mitigé également, mais je pense que tout n'est pas perdu. Nous pouvons encore relever la pente, mais malheureusement, les indicateurs aujourd'hui nous prouvent que le Cameroun est assez mal parti parce que nous subissons depuis 2016 une situation de facilité élargie de crédit, de plans d'ajustement structurel qui nous font dire qu'il y a un problème de gouvernance et il y a un problème de gestion globale de notre manne économique. Un Cameroun riche en ressources naturelles, malheureusement, comme certains le disent, le Cameroun nous a reçus. Mais vous avez posé la question un jour, c'est de donner la note économique, il a esquivé. Avec beaucoup c'est extrêmement mitigé, donc ça se place au niveau des 10 sur 20 également. Non, je ne donne pas. Allez, on entame donc le premier sujet de cette émission, la prorogation des élections municipales, législatives et probablement régionales. Camille Nélé, à l'allure où vont les choses, avec un certain nombre de situations que traverse le Cameroun, pour vous, vous voyez un probable report de ces élections qui ont été fixées en 2020? Les élections ont été fixées par... février 2020. Le cap des élections a été fixé par le président Paul Biya. Et vous voyez, tout le monde est en train de se préparer. L'analyse de M. Komchuente, qui est un spécialiste des problèmes de décentralisation, est absolument solide. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il dit que la condition sine qua non, la première condition pour qu'il y ait des élections dans ce pays, c'est qu'il y a la paix. Non. Si on veut attendre la paix complète, nous allons attendre 5 ou 6 ans. Et alors à ce moment-là, si Paul Biya dit attendons 5-6 ans pour qu'il y ait des élections, ce sont les mêmes qui vont se mettre à brailler. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des élections? Pourquoi est-ce que vous avez fait l'élection présidentielle? Non. Je pense que sur le plan sécuritaire, la situation est tout de même maîtrisée. Nous assistons beaucoup plus à des combats d'arrière-garde et des escarmouches. Mais ce n'est plus ce que c'était il y a 1 an ou 1 an et demi. Et moi, je pense que chercher à prendre le président Paul Biya au mot, parce que monsieur, comme tu as dit que Paul Biya a légalement jusqu'au lundi 11 novembre pour annoncer l'élection. On n'est pas encore lundi. Et le lundi lui-même est encore là. Et puis la journée n'est pas finie aujourd'hui. Et vous savez que Paul Biya a cette manie de toujours respecter la légalité, même si ceux qui sont chargés d'appliquer ne le font pas toujours comme cela aurait été souhaitable. Mais il est un maniaque de
de la légalité. Bon, maintenant, chercher à le piéger pour se dire que, bon, si lundi, 11 novembre, il n'annonce pas l'élection, à ce moment-là, il va les proroger. Et maintenant, si les proroges, ce sera au bénéfice de qui? Ce sera contre qui? Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas toujours chercher à voir le verre à moitié vide ou le verre complètement vide. Il faut essayer de faire... Il faut le voir à moitié plein. Il faut voir avec la conjoncture, avec la réalité des faits. Est-ce qu'une élection aujourd'hui est nécessaire au Cameroun? Si elle est nécessaire, est-ce qu'elle est faisable? Et si elle est faisable, elle peut être faisable comment? Dans les régions où la sécurité n'est pas complètement sous contrôle. Donc, il y a toujours des solutions. On a vu lors de l'élection présidentielle comment il y a quand même eu élection du côté du sud-ouest et du nord-ouest, même si les bureaux de vote ont été délocalisés, mais il y a quand même eu élection. Bon, pour le cas d'espèce, on va bien voir. Mais maintenant, ceux qui sont en train qui demeurent sceptiques ou qui demeurent pessimistes quant à la tenue des élections en février, conditionnés par le retour à la paix, on verra bien ce qu'ils proposent en rechange. Georges Sémé, le SDF le dit depuis toujours, tant qu'il n'y aura pas une paix définitive, il n'y aura pas élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tel que le décrit Camille Délé, est-ce qu'il est possible que ces élections se tiennent effectivement dans le nord-ouest et le sud-ouest quand on sait qu'il y a des localités qui sont entièrement vidées de leur population? D'abord, il faut dire que la dernière élection qui s'est tenue au Cameroun, c'est l'élection présidentielle de 2018 et cette élection a eu lieu dans les 10 régions, même si dans les régions anglophones, c'était un semblant d'élection parce que tous les territoires n'avaient pas été quadrillés par les CAM pour donner la possibilité aux électeurs de ces 2 régions de voter. Mais on peut dire que dans les 10 régions, cette élection s'est tenue. Il n'appartient pas au SDF de définir le calendrier électoral. Je crois que notre constitution le définit déjà clairement. Et il faut prendre cas par cas. D'abord, le cas des conseillers municipaux, des maires. Je pense qu'il y a une première prorogation qui est intervenue en juillet 2018, pour une période de 12 mois. Et il y a une seconde qui est intervenue pour une période de 6 mois, je crois toujours en juillet 2019 cette fois-ci. Pour le cas des conseillers municipaux, il n'y a plus possibilité légale pour le président de la République de proroger leur mandat. Il devrait logiquement se tenir des élections municipales en 2020. Mais ce n'est pas le cas pour les élections des députés, puisque en 2013, il y avait des élections couplées, législatives et municipales. Et en 2020, je crois qu'on aurait pu évoquer la possibilité d'avoir des élections couplées. Mais la loi confère encore au président de la République, pour les députés, de proroger si les circonstances l'exigent et en cas de crise. Ben là, il y a toute une procédure à mettre sur pied, la consultation du président du Conseil constitutionnel, la consultation des présidents des bureaux des 2 chambres, mais également revenir à l'Assemblée nationale pour passer le vote. Est-ce que ça ne sera pas un acquis quand on sait que... Ce sera effectivement un acquis. Ce serait effectivement un acquis. Donc, il faut prendre ça cas par cas. C'est impossible pour les conseillers municipaux de proroger, mais c'est encore possible pour les députés de le faire. Et je crois que la session qui commence la semaine prochaine est assez décisive sur cette question. Et vous savez que le budget 2019 avait déjà prévu 80 milliards de francs CFA pour les 3 élections. Mais aucune élection n'a eu lieu. C'était 50 milliards au départ. On a ajouté 30 milliards après le collectif budgétaire pour la prévision des élections régionales. Alors ce montant sera certainement reporté pour le budget 2020 pour parer à toute éventualité électorale, et avec la session qui s'ouvre, certainement on aura une clarté sur ce calendrier électoral. Et comme le disait le doyen, on a encore la journée de vendredi et celle de lundi pour décider par le président de la République, pour décider de la convocation du corps électoral. Et là, ça viendra arrêter toutes les supputations qui sont aujourd'hui évoquées dans les chômeurs. Camille, Georges indique qu'il ne revient pas au SDF d'influencer ou d'indiquer quoi que ce soit sur le calendrier électoral. Est-ce que, quand on voit la posture du SDF qui semble être très déterminée à ce que la paix revienne à tout prix dans le nord-ouest et le sud-ouest avant qu'il y ait élection, est-ce que le SDF ne peut pas faire blocus qu'il n'y ait pas élection dans le nord-ouest et le sud-ouest? Il n'en a pas les moyens, mais s'il veut que le retour après, le SDF n'a qu'à... Est-ce que ça ne peut pas créer un autre... Le SDF lui-même n'a qu'à descendre dans le sud et le nord-ouest, demander aux gens d'arrêter. Parce que ça aussi, ça entre aussi dans le cadre de ses propres prérogatives. De descendre, de dire aux gens de parler, aux populations de parler, aux insurgés, de leur dire que, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que le SDF seul ne peut pas dire que, bon, s'il n'y a pas élection, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas élection. Mais que le SDF nous dise alors que s'il n'y a pas la paix, lui-même ne se présentera pas à l'élection, on comprendra. Mais seulement, cette situation, comme je l'ai dit, est tellement fluctuante, et que la définition même de la paix
elle-même est tellement discutable que, vous savez, on peut décider que tout s'arrête, mais il y aura 2 ou 3 petits bandits qui vont continuer à tirer des petits coups en l'air ou bien d'aller agresser des gens dans les quartiers. On va dire qu'il n'y a pas la paix. Donc, cette condition de la paix totale, encore que la paix totale, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que quand on regarde la ville de Douala, on peut se demander si la ville de Douala est en paix avec des guerres de gangs que l'on voit de temps en temps, avec des agressions et tout. Donc, que le SDF estime que la seule condition pour qu'il y ait élection, c'est la paix. Moi, je pense que c'est un discours, c'est un langue. C'est un vœu. Mais il y a la loi. Est-ce qu'on peut aussi comprendre, c'est quand même le bastion électoral du SDF? Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? C'est le bastion électoral du SDF, mais vous savez que la majorité de ce bastion a migré, se retrouve partout. Donc ces gens peuvent voter de là où ils sont. Ils ont cette possibilité de s'inscrire dans les bureaux de vote. Alors, on sort donc de ce sujet, on attend donc de voir ce que décidera le président de la République d'ici lundi. Georges Sémé, vous le disiez. On va toujours rester dans le registre de la politique. On parle cette fois-ci de cette arrivée de Maurice Kamto à Bafoussam. Georges Sémé, il allait pour honorer la mémoire des disparus des éboulements de Ngouache. Spontanément, il y a une foule, on a envie de dire, pratiquement incontrôlable et difficile à maîtriser. C'était même assez débordant pour les forces de maintien de l'ordre. Mais ce n'était pas prévu. Malheureusement, on en est arrivé là et il n'y a eu aucun incident. Est-ce que cette spontanéité ne montre pas aussi que le MRC peut tenir ses meetings ou organiser ses marches sans qu'il y ait véritablement d'incident? Alors, vous me posez une question pertinente, mais une question piège. Parce qu'on a vu du côté de Bafoussam la spontanéité que vous avez évoquée, mais du côté de Douala, une interdiction d'une manifestation publique qui était toujours qui voulait être justement allusion à l'interdiction par le MRC. Donc, il y a deux clichés antagonistes qui se posent à moi, d'où mon embarras à répondre à cette question. Mais pour l'événement de Bafoussam, je crois que je n'y ai pas été personnellement, mais j'ai vu les images à travers la télévision et dans les réseaux sociaux. Il y avait effectivement une foule impressionnante. Mais j'ai constaté qu'il y avait d'abord un mélange d'hommage aux morts de Ngouache, il y avait un mélange de recueillement, mais il y avait aussi de la propagande. Il y a eu de la propagande, il y a eu une marche spontanée, il y a eu de tout cela. C'est, selon moi, la conséquence, le revers de ce que le MRC s'est à chaque fois fait interdire, soit une réunion publique ou une manifestation publique. Donc, elle s'accroche à n'importe quel théâtre pour démontrer sa puissance de force, pour passer un message ou alors pour démontrer qu'elle existe. Et ça a été le cas à Ngouache. Elle peut le faire dans un bus ou alors sur un terminal d'internet de voyage, comme ça a été le cas à Buka. Et elle peut le faire aussi sur un lieu de catastrophe, comme ça a été le cas à Ngouache. Elle peut pourquoi pas le faire dans un stade. Vous savez que le Cameroun organise 2 grands événements sportifs et le MRC peut s'accrocher aussi sur ces événements pour se faire entendre. On gagnerait plutôt, nos autorités gagneraient plutôt à tirer la leçon de ce qui s'est passé à Bafoussam et revisiter un tout petit peu la loi de décembre 1990 sur les réunions et les manifestations publiques pour s'interroger si il n'est plutôt pas nécessaire que d'interdire ces manifestations, de les encadrer. Parce que la manifestation de Bafoussam s'est déroulée sans incident, même si elle était un tout petit peu empruntée. Parce que la visite originelle, la visite originelle était celle d'un recueillement ou bien d'un hommage à Ngouache, mais après il y a eu une marche et elle s'est déroulée sans incident. C'est vrai que Bafoussam n'est pas Douala, Bafoussam n'est pas Yaoundé, mais je crois que le pouvoir gagnerait à procéder à la permissivité des réunions publiques et des manifestations du MRC et de plutôt les encadrer. Et je crois que lorsqu'on autorise une manifestation, il y a une mention qui dit que on doit préserver la nature de la manifestation. Et si elle n'est pas préservée, cette fois-là, l'autorité pourrait sévir parce qu'il y a eu un précédent. Mais avec ce qu'on a vu à Bafoussam, il est bien possible que le MRC tienne une manifestation publique et que ça ne dérape pas comme le craint les sous-préfets, voilà, l'autorité administrative. Camille Nélé, est-ce que, on va dire, c'est vrai qu'il y avait foule, on va le dire, Georges Sémé le soulignait, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un effet de curiosité, des gens qui voulaient voir, parce que depuis la sortie de prison, Maurice Kamto n'est pas officiellement allé à Bafoussam, il est allé pour se recueillir, et puis, est-ce que c'est pas aussi compréhensible?
La foule, pour la foule, c'est compréhensible. D'abord, il est dans son il est né à Bafoussam, même s'il n'est pas... Il est dans sa région, c'est la première fois qu'il descend. Mais vous savez très bien que cet effet de foule a aussi pu être provoqué par des charters. Il y a des charters. Et vous savez très bien comment ça s'est passé. On est capable de mobiliser 10-15 bus pour dire que venez être là. Parce que cette population-là qui était là, c'est pas seulement la population de Bafoussam. Vous pensez bien. Bon, et maintenant, vous voyez où... vous comprenez que M. Kamto arrive à Bafoussam pour se rendre à Gouaché, mais à cause de l'indiscipline des personnes qui sont en bord de route, il est même incapable de passer. Vous pensez, est-ce que vous croyez que c'est encore normal ça, lui? Est-ce que ces personnes respectent même la personnalité politique qui est venue pour quelque chose? Ils savent pourquoi il est là, mais c'était tellement compliqué qu'il n'a même pas pu arriver en Gouaché. Ça veut dire qu'il y a... Généralement, il y a des débordements. Et on a même observé des collégiens, des lycéens qui n'ont même pas encore atteint la majorité électorale, qui étaient là. On s'est demandé ce qu'ils faisaient, effectivement. Il y a eu mobilisation, il y a eu organisation. Ça, c'est de bonne guerre. On est en politique. Mais ce que je voulais dire, c'est que, comme le dit Georges Sémé, pourquoi pas donner l'autorisation au MRC de faire son meeting dans un stade. Quitte à mettre les responsables de l'organisation devant les responsabilités. Mais permettre effectivement qu'il y ait une manifestation publique dans un lieu ouvert, c'est exposer peut-être les provocations. Vous savez très bien que les militants du RDPC sont essentiellement violents, sont provocateurs. Vous avez vu ce qui s'est passé à Buka, parce que les gens ne disent pas suffisamment ce qui s'est passé à Buka. Il y a des militants du MRC, en tenue du MRC, qui sont entrés dans Buka, qui étaient en train de chanter à tue-tête la gloire de leur président en montant. Mais on leur a dit, mais écoutez, ici, respectez. C'est pas un espace. C'est pas un espace. La violence immédiatement, même si vous voulez nous commander, parce que nous sommes... Non, attendez, ça devient une histoire. Le chef d'agent a dit, pardon, prenez votre argent, allez dans une autre. C'est devenu autre chose. Mais en réalité, vous savez très bien, vous connaissez l'extrême générosité, pour ne pas dire plus, des militants du MRC qui veulent absolument démontrer que c'est eux les plus forts, les plus beaux. Bon, maintenant, interdire la manifestation du MRC, comme ça a été le cas par le maire de Douala 5e, je crois. Douala 5e, le sous-préfet. Oui, je pense que ce n'était pas la solution. Ils pouvaient parquer, ils pouvaient les envoyer dans un lieu fermé. À ce moment-là, en cas d'incident, on n'allait pas dire que c'est les autres qui sont venus provoquer. Parce que dehors, on peut parler de provocation. Et c'est indiqué dans la loi. Voilà, c'est indiqué dans la loi. C'est pour ça que, bon, peut-être c'est par prudence. Mais moi, je dis que... Le sous-préfet de Douala 5e qui a fait un peu comme le sous-préfet de Bolova. Premier, vraiment, il veut pas que les ennuis commencent dans son... Voilà. Dans tous les cas, nous allons continuer de suivre cette actualité sur ce meeting du MRC qui était prévu de se dérouler demain au lieu dit Petit Terrain à Bonamoussadi, et que le sous-préfet de Douala 5e a donc interdit. Restons toujours en politique cette fois-ci pour parler de Manaouda Malachi, pour parler du RDPC qui célébrait l'an 37 dans l'extrême nord. Le journal L'Œil du Sahel qui dit Manaouda Malachi fait voler l'UNDP en éclat à Mogodé. Georges Sémé, on sait très bien quelle alliance existe entre l'UNDP et le RDPC, les rapprochements entre l'ADD et le RDPC. Est-ce que si 1500 militants démissionnent de l'UNDP et de l'ADD, est-ce que c'est quand même... on pourrait dire qu'ils ont juste changé de chambre? Comment apprécier ça? Non, je crois que lorsqu'on appartient à une formation politique, on y appartient avec sa conscience, mais avec une carte de membres de ce parti politique. Alors si on va dans notre parti politique, l'idéologie va changer et la carte également va changer. Donc je pense que bien qu'on soit dans une plateforme de collaboration politique, il appartient à... Qui ne marche pas toujours aux élections locales, il faut le préciser. Qui ne marche pas toujours, effectivement. Aux élections mais là, locales. Nous ne sommes pas encore dans le cas des élections. Mais il appartient à ces militants de choisir dans quel parti il va aller. Parce que la plateforme de gouvernement, la plateforme qui régit les rapports entre le RDPC et ses partis alliés, n'intègre pas la fidélité des militants. C'est un programme de gouvernement qui n'a absolument rien à voir avec la migration des militants. Donc, il est absolument loisible pour eux de migrer d'un parti politique à un autre, c'est de leur droit. C'est leur droit. Dans la même alliance. Mais ce n'est pas la même chose avec l'ADD qui ne fait pas partie de la majorité présidentielle, mais qui est encore dans l'opposition. Je pense que tout cela fait partie de la mouvance que l'on observe avec l'approche des élections de 2020. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a cette transhumance politique d'un parti allié vers un autre parti. Voilà, cette transhumance politique d'un parti allié vers un autre parti allié, ou alors d'un parti allié
vers même non allié. Voilà. Dans tous les cas, ce n'est pas la première fois, ça dure, et je crois que le fait qui a été relevé du côté du Mao Tchanaga est emblématique de l'ambiance préélectorale dans toutes les formations politiques. Et je suis sûr que ce n'est pas le dernier fait de transhumance, il y en aura encore d'autres au fur et à mesure que se rapprochent. C'est la saison de la transhumance. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est le RDPC qui, cette fois-ci, prend une bonne partie des militants d'un parti allié. Qui est d'ailleurs Mogodo, qui est d'ailleurs un bastion, qui était un bastion, jusque-là un bastion imprenable de l'UNDP. On espère simplement que ça ne va pas entamer la plateforme de collaboration qui est entre le RDPC et l'UNDP. Camille, comment apprécier? L'heure a déjà sonné pour la transhumance? La transhumance, oui, mais seulement il faut d'abord tenir compte de deux choses. La première chose, c'est que cette défection de militants de l'UNDP se fait le 6 novembre. Vous n'avez qu'à additionner 1 plus 1 pour comprendre que la fête de Paul Biya le 6 novembre doit donner la possibilité à certains de changer de camp et de venir allier Paul Biya. La deuxième chose qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus précise à révéler, c'est que Mogodé, jusque-là, c'était le fief de l'UNDP. Et nous nous trouvons dans une situation tout simplement abracadabrante, avec M. Kodji Seni, qui est le président départemental de l'UNDP à Mogodé. Et maintenant, il est dans un processus bien précis. C'est que le Lamido de Mogodé est mort. Et M. Kodji Seni est en train de vouloir postuler pour le poste de Lamido. C'est certainement pour cela qu'il s'est dit qu'en entrant dans le RDPC, c'est plus facile. Ça va lui faciliter les choses. Mais seulement, il y a un os, parce que ce qui ne s'est passé que le fils du Lamido, défunt lui-même, est candidat et qu'il est soutenu par le maire de Mogodé. Et les militants du RDPC. Donc, le problème, c'est que lui, M. Seni, Kodji, pensait bien a fait son calcul, se dit qu'en entrant dans le RDPC, ça va lui permettre facilement d'être Lamido. Mais seulement les choses peuvent être beaucoup plus compliquées que cela. Donc, du côté de Mogodé, en réalité, les gens en rient et se disent tout simplement que c'est un flop politique. Il veut jouer son jeu, il veut démontrer qu'il change de camp. Il a changé de chambre dans la même maison, mais en réalité, c'est parce que lui, il a un calcul, il veut devenir Lamido. Et on verra bien d'ici quelques jours ce que va donner l'élection de Lamido. Mais ce qui est certain, c'est que du côté de l'UNDP, en croit les nouvelles, ils sont assez sereins, ils se disent que non, de toutes les manières, lui était déjà quelqu'un d'écrit, parce qu'il faut dire qu'il est élu de l'UNDP depuis la situation. Mais seulement là maintenant, quand on... Parlons à présent, toujours à la une du journal L'Œil du Sahel, mes propos de Marois ont été... Oui, Georges. De certaines formations politiques qui sont rendues, je crois que c'est l'hommage. Les musiciens, les artistes. Voilà, c'est l'hommage normal que devrait rendre la République à ces morts que nous avons enregistrés malheureusement. Voilà, donc nous revenons donc sur ces propos de l'honorable Amadou Sali, qui a indiqué, qui a fait savoir un certain nombre de choses au président de l'Assemblée nationale, qui est aussi fils de l'extrême nord. Alors, Camille, comment comprendre cette sortie de l'honorable qui indique que ses propos ont été mal interprétés, volte-face, rétro-pédalage ou alors peur de heurter le président de la République? Il indique que c'est la responsabilité, le président a tout donné, la responsabilité au fils de l'extrême nord. Il essuie sa bouche, comme on dit au quartier. Il essuie sa bouche. Ses propos ont fait beaucoup de bruit et ses propos ne tombent pas dénués de pertinence parce qu'il reconnaît avoir tenu ses propos, mais dans un cercle restreint d'élite. Et qu'il l'a fait, c'est parce qu'il fallait que le président... Au point d'admettre une caméra de télévision? Je dis, c'est pour cela que je dis que cette caméra de télévision, c'était peut-être un opérateur vidéo. Donc, il le dit, il dit que c'était dans un cercle... Le correspondant d'Equinox Télévision y était bien. C'était dans un cercle restreint. Et lui, en tout cas, le correspondant d'Equinox Télévision, qui lui-même qui est un fils de l'extrême nord. Non, il dit aujourd'hui que non, ses propos ont été déformés. Il reste toujours fidèle au président Paul Biya. Le président Paul Biya a tout donné au Cameroun. Il recadre un peu son langage. Mais il ne dit pas qu'il n'a pas dit ce qui a été dit. Il ne dit pas qu'il ne reconnaît pas qu'effectivement, il a soulevé le problème des financements, le problème des projets, le problème de la pauvreté, le problème de la précarité de la vie. En tout cas, il a touché là où ça fait mal. Il a touché là où ça fait mal. Bon, a-t-il été recadré par la hiérarchie du parti, ou bien s'est-il dit que j'ai été trop loin, ou bien que la presse et les réseaux sociaux ont trop mal utilisé et ça peut trahir ma fidélité au président de la République. Il fallait recadrer. Ça a donc été recadré dans L'Œil du Sahel, et puis le langage maintenant est beaucoup plus onctueux. Mais
il ne se dédie pas. Il ne dit pas qu'il ne l'a pas dit. Il ne dit pas qu'il a dit, il reconnaît qu'il a dit. Georges Sémé. Je constate également qu'il n'y a pas eu un rétropédalage, il y a juste eu un recadrage, ou si vous voulez, une contextualisation de ces propos qui avaient été tenus dans un cadre précis, mais qui ont fait l'objet d'une divulgation abondante. Et je crois qu'il faut quand même discerner entre Amadou Sali, qui est une élite, et Amadou Sali qui est député à l'Assemblée nationale du RDPC. Donc, il n'a pas tort de dire quand même que cette localité qui accorde beaucoup de voix au RDPC est quand même la première poussée du renouveau. Voilà, le petit poussé en termes de développement. En termes de développement infrastructurel, mais également en termes de considération de prise en charge de ces populations. Et je pense que lorsqu'on fait le ratio entre ce qu'elle apporte au RDPC, au pouvoir de M. Biya, et les bénéfices qui lui sont retournés, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence des propos, l'impertinence des propos de Amadou Sali. Il a dit la vérité et je pense qu'il faut s'en tenir à cela. Maintenant, il faut tirer les leçons de cette sortie parce que il ne s'est pas dédié, donc ça veut dire qu'il a transmis un message et que ceux à qui il a transmis ce message devraient plutôt prendre toutes les dispositions ou le sanctionner, mais prendre les dispositions pour corriger le tir parce qu'il y a d'autres échéances électorales qui arrivent et certainement le RDPC voudra bien compter sur l'extrême nord pour avoir quelques voix ou bien quelques sièges. Alors, on va sortir de ce sujet avec, une fois n'est pas coutume, un sujet à l'international. L'Iran qui décide de poursuivre son programme d'enrichissement, malgré toutes les sanctions économiques américaines contre ce pays. Camille Nélé, ce qui pose quand même un problème, comment expliquer que certains pays aient l'arme atomique et qu'on interdise à d'autres pays d'en avoir? C'est le dictat des États-Unis. Le dictat lui-même, les États-Unis eux-mêmes qui ont été le premier à avoir l'arme atomique et qui s'en sont servis de manière barbare, inhumaine, à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Bon, maintenant ils estiment que certains ne devraient pas l'avoir. Au moment de l'avènement de l'Ayatollah Khomeini et avec les passes d'Aran et les gardiens de la révolution, les États-Unis avaient peut-être peur qu'avec ce régime théocratique, on peut fanatiser les gens et utiliser la bombe atomique n'importe comment. Mais l'Iran a eu le temps de devenir une des plus grandes puissances industrielles et économiques du monde. Et d'un et de deux, pourquoi interdire à l'Iran d'avoir la bombe atomique et permettre à Israël, qui est tout petit, un petit État, à côté de l'avoir. Ce qui présente quand même une menace, qui semble une menace pour les autres États. Alors, donc, ce sont en réalité les menaces et la campagne comment dire, l'embargo que maintient les États-Unis sur l'Iran. Est-ce que vous réalisez que l'Iran, qui est le premier producteur de pistaches, et dont la destination de ces pistaches, c'est le marché américain, là, les États-Unis ont coupé cela, donc ça coupe une énorme part de l'économie de l'Iran. La production des tapis, les tapis viennent d'Iran. Les tapis d'Iran trouvent un marché extraordinaire. Or, maintenant, c'est parce que l'Iran voit que, bon, comme vous êtes en train de vouloir nous couper la tête économiquement, bon, nous, on va donc continuer. Et moi, je pense que c'est aussi un moyen de pression. Georges Sémé, pour sortir. Oui, je dirais qu'il y a d'abord un traité de non-prolifération nucléaire qui interdit l'enrichissement de l'uranium. Mais il y a également un accord qui avait été signé entre l'Iran, l'Europe et les États-Unis pour que l'Iran n'enrichisse pas son uranium à des fins militaires. Mais malheureusement, on s'aperçoit que l'Iran continue quand même d'enrichir son uranium et continue de dire que c'est à des fins civiles. Mais les États-Unis ont décidé que c'était à des fins militaires. Et c'est la raison pour laquelle ils sont sortis de l'accord de 2015. Et aujourd'hui, en maintenant les sanctions contre l'Iran, sont en train d'essayer de contenir l'Iran dans une sorte de guerre guerre suite, non pas une guerre économique, mais contre l'armement nucléaire que malheureusement elle est en train de perdre aujourd'hui. Dans tous les cas, on aura l'occasion de suivre cette actualité. La pensée du jour: qui te craint en ton absence te nuit en ton absence. Qui te craint en ta présence te nuit en ton absence. Qui te craint en ta présence te nuit en ton absence. C'est un proverbe italien qui nous vient de M. Loha qui nous a envoyé ce proverbe depuis le Nyon Ekele là-bas à Ezeka. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue de Grande Une. Rendez-vous lundi pour une autre édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.